Pourquoi t'ont-ils mis à la porte de Porto Rico? Hein? Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, j'étais un des 5 membres du comité qui dirige toute l'éducation publique à Porto Rico et aussi recteur de l'université catholique. J'insistais que le 42% du budget national de Porto Rico dédié à la scolarité n'était pas suffisante. Je voulais encore plus d'argent pour la scolarité publique parce que je croyais que les collèges privés faisaient une compétition sale, les collèges catholiques, cherchant d'acquérir plus de prestige et de cette manière-là, réduisant l'école publique à une école de seconde classe. Et je me suis rendu impossible, soit avec l'établissement libéral, qu'avec l'établissement ecclésiastique et de droite. Eh bien, j'ai un peu honte de parler de ça, parce que plus tard, l'analyse de l'Amérique latine, à travers laquelle je me suis promené pendant une année, dans le passage de Cuernavaca à Porto Rico, de Porto Rico à Cuernavaca. Tu t'es promené en profondeur, je crois que tu en as fait une bonne partie à pied. Oui, je l'ai fait comme les vieux Espagnols, à pied, d'un bout à l'autre, et c'est assez long. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que mon erreur, que je partageais avec bien des autres, était de croire que c'est à travers une réforme de l'école qu'on puisse changer la productivité de l'institution et la distribution. C'est seulement plus tard que je me suis rendu compte, tant que l'école reste école, son sous-produit non désirable est bien pire que le produit dans ses meilleures conditions, que les gamins apprennent quelque chose. Parce que qu'est-ce que vous voulez? À l'école, l'enfant apprend avant tout que apprendre est le résultat d'un processus d'institution officielle. Il apprend que d'année en année, on devient d'une valeur plus grande personnelle parce qu'on accumule plus une nouvelle couche d'un bien spirituel, d'un bien non tangible. On apprend que ce qui est valable à apprendre, ce qui me servira plus tard, ou peut-être ce qui servira à la société plus tard, c'est ce qui peut être transmis par quelqu'un qui est professionnel. On apprend que enseigner, si on n'est pas professionnellement instituteur, est en quelque forme moins valable. Alors toute la critique de l'école est postérieure à l'année 60. Je crois que nous avons eu un certain succès à susciter la pensée sur la nécessité de la déscolarisation des sociétés, d'imaginer une société qui est plus simple, avec une technologie plus transparente, ce qui suppose les limites desquelles on a parlé avant, auxquelles on doit encore parler. Maintenant, je crois que notre tâche à Cuernavaca serait, et nous y sommes mis totalement, à faire des analyses analogues dans le domaine de la santé, dans le domaine des mythes de la vitesse et dans le domaine habitationnel. En Amérique latine, dans tous nos pays maintenant, les critères minimums qui déterminent si une maison est habitable ou peut être rasée s'il ne plaît pas à la ville sont si complexes qu'une maison qui correspond au minimum d'habitabilité coûte par mois un loyer supérieur aux entrées du 80% de notre population. Dans tous ces domaines, de l'éducation, de la santé, de l'habitation, ce qu'il faut faire, c'est de mettre dans les mains des gens des nouveaux instruments que la technologie nous donne pour ce qu'ils s'abritent, se soignent, apprennent. Le vidéotape même n'est pas tellement cher aujourd'hui. Ça veut dire retransformer notre langage. Dans notre langage présent, nous utilisons comme substantif des concepts qui avant étaient exprimés par des verbes actifs. On est dans un moment qu'on connaît très bien de la décadence de l'Empire romain, de la gnose. Gnoskin, savoir,
est transformé dans le stock du savoir auquel on peut acheter des certificats ou obtenir des certificats si on est particulièrement capable de l'accumuler parce qu'on est fait pour être un capitaliste du savoir par caractère. Cette école que tu attaques, ça a été une des fonctions principales de notre progrès culturel et social. Et comment peux-tu imaginer une société sans école? Mais avant de comprendre ou de parler de la société sans école, qui était la société de toutes les époques historiques, et qui est la société dans laquelle vivent encore les 3/4 de l'humanité qui ne vont pas à l'école ou sont exclus par l'école après 1 an ou 2 ans, et dans ce sens, ils sont dans une condition pire, parce qu'à l'école, ils ont appris seulement qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont avancés dans l'école. Il faut comprendre le mal que l'école fait. Maintenant, dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, 1 heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise. L'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir, parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des certificats d'action de niveau inférieur. L'école, dès le moment qu'elle est devenue obligatoire, et comme je t'ai dit, dans la majorité des pays, elle est obligatoire, mais insuffisante pour la grande majorité, même sur ce niveau obligatoire. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. La Russie se reproduit moyennant la même institution qu'utilisent les États-Unis. L'assistance, pendant 1000 heures par année, dans des groupements d'âge spécifiques, d'une trentaine d'enfants autour d'un professeur, pour des années successives, pour accumuler intérieurement le savoir. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. Et il n'y a pas de possibilité d'alternative au capitalisme tant qu'on continue de capitaliser les gens en savoir pour une réalité qui devient toujours plus complexe pour pouvoir justifier la nécessité de cette capitalisation. En France, où l'école publique a été liée à toute la lutte pour le progrès, quand tu parles de déscolariser, les gens se disent mais il veut nous faire retourner à l'époque du Moyen-Âge. Je le sais. Mais c'est tellement difficile de parler du capitalisme des biens non tangibles. Et les gens souvent ne comprennent pas qu'à travers l'école, et particulièrement l'école obligatoire, on a transformé la croissance, l'apprendre, l'épanouissement en résultat de la consommation d'un produit d'une grande institution de type international, l'école. On a traduit croissance personnelle en éducation qui est égale à scolarité. Et ça devrait être logique
une fois qu'on fait cette traduction et la rend obligatoire, l'éducation, le savoir même, devient une marchandise. Même si elle est produite, comme dans la majorité des pays d'aujourd'hui, sous contrôle d'État, par un ministère, l'éducation, ou mieux encore, le savoir, devient rare dès le moment qu'il devient une marchandise. Le vrai problème, le vrai défi aujourd'hui pour le socialisme, c'est de se rendre compte de la nature de marchandise des traitements sociaux, des traitements, je crois que ce traitement est la parole, non, des thérapies qu'on définit comme produits institutionnels. Parce que tout ce bavardage sur la pollution, qui a des raisons très sérieuses d'être, parce qu'on est en train de détruire la nature de Pandore, ne font pas de sens si on ne se rend pas compte qu'on peut détruire de la même manière la convivence sociale, la texture sociale, si on suit l'exemple de la Russie ou des États-Unis, cherchant de développer le secteur tertiaire, le secteur des services obligatoires, arrivant à transformer tous les besoins interpersonnels, le besoin d'être assisté quand je suis malade ou mourant, le besoin de m'ouvrir au monde et de m'illuminer sur ce qui se passe dans le monde quand je suis jeune, le besoin de passer d'un endroit à l'autre dans le transport, si on transforme tout ça en marchandise. Quand Marx écrivait son fameux premier chapitre du Capital, pour lui, la marchandise était avant tout un morceau d'étoffe. Elle était tangible. Mais si tu le lis avec attention, c'est très clair que ce vieux monsieur étrange voyait, quand il parle du Sprung über den Abgrund, voyez ce qu'un jour pourrait se passer, particulièrement dans ce beau chapitre où il dit « Et de cette manière-là, on pourrait avoir toujours plus de choses utiles et de personnes inutiles. » Il se rendait compte que le moment pourrait arriver quand tous les services pour l'homme deviendraient des marchandises. Je ne crois pas que le problème de la dégradation du monde présent, de la triple dégradation du monde moderne, de laquelle je te parle tout de suite, puisse se solutionner si les politiciens et les idéologues ne se rendent pas compte de la nature marchandise que nous avons donnée au nom, bien souvent, du socialisme à tous les traitements. Maintenant, quand je parle de la triple pollution, de la triple dégradation du monde, je pense toujours l'élimination des ressources ultérieures, la dégradation ou dévaluation de la marchandise de laquelle on dépend et de laquelle on devient esclave, et de la polarisation sociale. Restons dans le cas de l'école. Une fois que je traduis éducation ou savoir en scolarité, automatiquement, il y aura certains qui, pour certaines raisons, seront sélectionnés pour en avoir beaucoup plus que les autres et qui justifieront leur privilège économique, social, politique, par le fait qu'ils ont accumulé spirituellement une marchandise non tangible qui s'appelle le savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un monde technologique dans lequel on n'a pas besoin de spécialistes est un monde dans lequel certaines dimensions de la technologie, possibles à travers la technologie, sont radicalement limitées au bien du peuple. Tout le monde au Pérou saurait comment réparer son âne mécanique. Si c'était un âne mécanique, et personne, même Monsieur le Président ou l'ambulance, ne pourrait pas venir à une vélocité supérieure à 15 km. Tout le monde au Pérou ou au Mexique pourrait apprendre comment faire les analyses de sang nécessaires pour identifier le 90% des maladies desquelles aujourd'hui les jeunes meurent dans une question de 2 semaines.
et d'administrer les médecines correspondantes. Mais pour ça, il faudrait éliminer la possibilité d'avoir, dans un petit pays comme l'Honduras, 2 bombes cobalt en compétition l'une avec l'autre, qui sert uniquement à ceux qui sont déjà devenus des capitalistes du savoir. Ça veut dire ceux qui ont accumulé, introjectant une éducation qui est disponible sur un marché. Ça ne fait aucune différence si c'est un marché de type occidental ou oriental, comme marchandise. Et la question qui me préoccupe et que je te pose, cet optimum social, économique, qui le définit et qui en fera une politique? Écoute, je parle d'un maximum, pas d'un relationné probablement à un optimum. Et je dis que dans un monde dans lequel toute dimension devient possible scientifiquement, toute vélocité devient possible, toute prolongation de vie devient possible. Celui qui dirigeait le programme des fusées aux États-Unis maintenant, le mois dernier, a laissé son travail pour se dédier à la production de l'immortalité. Mais tout devient possible à certains. Tant que la grande majorité est prête de faire les esclaves pour envoyer un homme à la Lune, dans un tel monde, c'est inévitable que la politique s'oriente à créer un toit, un profil de ce que nous considérons, dans certaines dimensions, suffisant pour nous tous. Prométhée, l'homme du travail et de la révolte contre les dieux, continue de vivre avec nous. Mais l'autre, Épiméthée, on n'en parle plus. Tu crois qu'il est encore vivant? Il est la figure mythologique oubliée dans l'Occident. C'est l'homme qui reste avec Pandore, qui a fermé son amphore avant que l'espérance pouvait échapper. C'est l'homme qui reste avec l'autre. Et Épiméthée, c'est l'homme qui a inventé l'espoir, qui a inventé la planification, la création du monde pour l'homme, lorsque Épiméthée reste avec l'autre dans le monde. Et je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est celui de récupérer une signification profondément humaniste dans cette terre, sur cette terre, de l'espoir dans l'autre. L'espoir a été aliéné en devenant le produit d'institutions supernaturelles, surnaturelles, qui produisaient à travers des rites un espoir dans un autre monde. Et dans ce sens-là, Camus a eu raison de soulever ce problème-là. Mais l'espoir, justement, il faut le réintégrer à nous, n'est-ce pas, À nous, dans notre à nous. vie, à nous, c'est-à-dire sous une forme de communauté ou, comme tu dis, de convivialité. Exactement. C'est-à-dire une manière de vivre ensemble qui ne soit plus de nous projeter vers les choses. Exactement.